Bienvenue dans ce webinaire sur la thématique de l'industrie, l'usine du futur. Donc, je suis Stéphanie Roumy, donc conseillère entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban, Tarn-et-Garonne. Et aujourd'hui, donc, le webinaire sera consacré à la prise en compte de la dimension humaine dans une démarche d'usine numérique. Donc, je vous précise donc, que ce webinaire est organisé donc, par la CCI de Tarn-et-Garonne en partenariat avec la région Occitanie, donc, dans le cadre du programme régional Industrie du futur. Donc, c'est un programme qui est cofinancé par l'État et la région Occitanie. Donc, ce programme de sensibilisation et d'information à l'industrie du futur donc, est proposé par l'ensemble des CCI sur la région Occitanie et vous propose donc toute l'année un accompagnement sur ces sujets ou de l'information. Donc, vous trouverez dans toutes les CCI d'Occitanie des réunions en présentiel ou en format webinaire. C'est vrai que nous avons adopté ce format depuis le confinement et je pense que nous allons continuer sur ce format jusqu'à la fin de l'année. Donc, pour vous informer sur le sujet de l'industrie du futur, donc vous retrouvez toutes les dates et les programmes de ces réunions sur les agendas donc, de vos chambres de commerce et d'industrie. Donc, il y a également le référencement et l'animation des offreurs de solutions régionaux de l'industrie du futur via une plateforme qui s'appelle CCI Business. Donc, voilà, qui permet de mettre en relation ces offreurs de solutions qui peuvent accompagner des entreprises industrielles donc, qui souhaitent s'engager dans cette transformation. Sur le territoire également, via les chambres de commerce, donc l'animation de clubs d'industriels qui permettent l'échange de pratiques autour de ce sujet. Et puis, dans ce cadre, nous organisons aussi des vitrines sur le thème de l'industrie du futur, notamment sur des salons professionnels, donc comme le CIAN, qui est le salon qui se déroule à Toulouse. Alors, on vient de l'apprendre, initialement prévu du 22 au 23 octobre prochain, et a priori, ça serait décalé au mois de décembre de cette année. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes ces infos sur nos sites internet, sur les sites internet donc, des chambres de commerce. Donc ce webinaire, il fait partie d'une série assez longue qu'on a démarrée depuis le mois de juin. Donc il va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Donc là aussi, vous aurez tous les détails sur l'agenda de la CCI Occitanie et des CCI territoriales. Donc ils sont aussi également visibles sur la chaîne YouTube de la CCI Occitanie. Nous vous transmettrons le lien en fin de webinaire. Juste pour vous dire également que les CCI sont mobilisés sur le plan de relance de l'État en faveur de l'industrie. Donc, nous lançons actuellement des campagnes d'appels téléphoniques. Peut-être que vous avez déjà été appelé par votre conseiller de chambre de commerce pour communiquer présenter les dispositifs du plan de relance, voilà, dont l'industrie du futur fait également partie de ce plan de relance de l'État. Je vais vous passer la main donc, à nos intervenants. Donc, le webinaire sera animé aujourd'hui par Yannick Gourdon, qui est Senior Manager chez News Partners, Rémi Dubois-Gachet, également Senior Manager et également chez News Partners. Et puis, après les interventions de Muse, donc nous aurons Marion Tropato de l'agence ADOC, donc qui vous présentera le programme régional Industrie du futur. Donc, avant de passer la parole à notre premier intervenant, je vous donne juste quelques infos pratiques sur le webinaire. Donc, le contenu des présentations et les coordonnées des intervenants vous seront communiqués à l'issue du webinaire, donc par mail. Nous enregistrons ce webinaire donc, qui sera donc disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI Occitanie. Vous aurez donc la possibilité de le revoir et d'inviter vos contacts à le regarder. Et vous avez la possibilité donc, de poser vos questions dès maintenant aux intervenants via la messagerie sur l'onglet « Converser ». Nous répondrons donc à toutes vos questions après les interventions dans la deuxième partie de ce webinaire, donc à partir de 14h45. Et puis, si vous souhaitez d'autres informations, vous aurez la possibilité de prendre contact avec nos intervenants après le webinaire. Voilà, donc je laisse la parole à Yannick et à Rémi pour nous présenter donc, ce thème de la dimension humaine dans la mise en œuvre d'une
démarche d'usine numérique. Pour le moment, Yannick et Rémi, on ne vous entend pas. Petit réglage technique, je pense. Yannick, Rémi, vous nous entendez? Petit souci technique. Excusez-nous pour ce souci. Bon, je pense qu'ils sont en train de faire quelques réglages. Ah. Activé, c'est parti. Nous revoilà, vous nous entendez? Oui, on vous entend. On s'excuse, on a eu un petit problème, évidemment. Évidemment, c'est en plein démo. Ça s'est figé. Donc, merci Stéphanie pour cette introduction. Donc, juste pour vous repréciser l'agenda, donc on va vous présenter maintenant la thématique du jour. Effectivement, on aura d'ici 30-35 minutes une présentation du programme d'accompagnement de la région pour accompagner les industriels et on va essayer de se garder une dizaine de minutes à la fin pour une session de questions-réponses. Comme l'a dit Stéphanie, vous pouvez d'ores et déjà utiliser le chat pour poser vos questions. Une petite introduction de notre société, déjà juste pour que vous sachiez qui vous présente le thème aujourd'hui. Donc, Muse Partner est une société de conseil en management et en performance opérationnelle. Donc, on est un cabinet de taille modeste, hein, on est environ 150 personnes sur 6 bureaux, principalement Toulouse et Paris, Toulouse étant le siège historique, avec donc 35 millions de chiffre d'affaires l'an dernier. Notre expertise, elle est focalisée sur 3 axes. L'axe développement produits et services, donc toutes les thématiques autour des processus d'innovation, de la performance de la R&D, du PLM ou gestion du cycle de vie produit et de la continuité numérique de l'information. Deuxième axe sur la logistique et la production, donc tout ce qui est performance de la chaîne logistique et industrie du futur, qui est donc le thème qui va nous occuper maintenant, sur lequel on fait typiquement, on intervient chez nos clients sur des diagnostics, des définitions de stratégie, des accompagnements à la mise en place de cette usine du futur. Et troisième axe, transformation et accompagnement du changement. Donc c'est mon collègue Rémi en particulier qui intervient sur cette expertise-là. Et c'est pourquoi on le fait aujourd'hui en binôme. Donc on a une expérience industrielle, donc nos clients sont exclusivement industriels et dans à peu près tous les secteurs d'activité industrielle. On a mis à titre d'illustration sur la droite quelques exemples de sociétés pour lesquelles on est intervenu. Alors on intervient aussi bien pour des grands groupes que pour des sociétés de taille beaucoup plus modeste. On intervient effectivement vraiment dans tout type de société. Et dernier point que je voulais partager avec vous sur Muse Partners, c'est que sur l'industrie du futur, on a un engagement particulier en essayant, outre les missions qu'on peut faire chez nos clients, de favoriser vraiment le partage d'expériences sur cette thématique-là. On sait que c'est une thématique qui peut être parfois complexe et difficile à aborder. Donc, on fait en sorte d'essayer d'organiser un peu la diffusion de l'information sur ce sujet-là, donc via des benchmarks, via des publications qu'on peut faire sur LinkedIn ou dans des magazines spécialisés. On participe aussi à des projets de recherche européens sur ce sujet et on organise aussi
à notre modeste niveau, quelques forums d'industriels pour que les industriels puissent partager entre eux leur retour d'expérience très, très concrètement. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a souhaité aussi pouvoir faire ce webinaire avec la CCI. Alors, pour rentrer dans notre thématique du jour, on a souhaité remettre juste une petite planche pour remettre une définition ou remettre ce qu'on entend derrière le terme d'usine du futur. Pour nous, tel qu'on le voit, c'est vraiment la combinaison à la fois d'enjeux métiers qui évoluent, avec une demande de clients d'avoir plus d'instantanéité, des produits potentiellement plus connectés, plus personnalisés, des schémas industriels qui sont de plus en plus complexes, le Covid qui apporte des difficultés à pas mal d'industriels avec des besoins, on va dire, assez récurrents de diversifier ces types de production. Donc des enjeux métiers, un contexte métier qui évolue, et d'autre part, un ensemble de briques technologiques qui sont désormais relativement matures. Alors ça dépend des technos, mais un certain nombre d'entre elles sont relativement matures et abordables. Donc on en a cité quelques-unes, ça peut être vraiment très différent, à la fois des aides logistiques, à la fois des nouveaux procédés de fabrication, à la fois de la simulation de chaînes de fabrication. Mais la combinaison de ces nouveaux enjeux métiers et de ces briques technologiques, c'est pour nous ce qui constitue justement l'usine du futur. Et cette usine du futur, elle doit être... cet ensemble-là doit permettre d'avoir une usine à la fois plus compétitive en termes de performance, en termes de qualité des produits, plus flexible, plus adaptable. Effectivement, il y a de plus en plus ce besoin de diversifier sa production, de pouvoir reconfigurer rapidement la production qui est faite sur une chaîne. Donc l'usine du futur doit permettre d'accélérer cette capacité à adapter sa chaîne de fabrication. C'est aussi une usine qui va être beaucoup plus numérique. C'est parfois uniquement sous cet axe-là qu'on voit décrit cette usine du futur. C'est vrai que ça inclut, et c'est l'aspect technologique inclut énormément la thématique de la numérisation des flux d'informations, de la communication entre machines, entre opérateurs et machines, entre un industriel et ses donneurs d'ordre et fournisseurs. Donc il y a vraiment un axe de numérisation qui est important dans cette thématique-là. Une entreprise aussi, une usine qui va être étendue au sens beaucoup plus connecté avec son environnement, avec ses fournisseurs, avec ses partenaires, avec des flux d'informations qui devraient pouvoir être rendus beaucoup plus fluides. Et enfin, l'axe humain qu'on va décrire aujourd'hui, qui est malheureusement parfois un peu oublié quand on parle d'usine du futur et qui est pourtant un axe central. L'usine du futur, on le verra, il ne faut pas le résumer à un aspect technologique, c'est un projet de transformation et ça ne peut se faire qu'à travers justement l'accompagnement et l'identification des impacts sur l'ensemble de la population de l'entreprise. Donc à travers cette définition, une petite introduction sur, on va dire pour démystifier un petit peu l'usine du futur. Il faut avoir déjà en tête que ça ne va pas être une action court terme. Il faut se mettre dans l'idée que s'engager dans l'usine du futur, ça va être un cheminement, ça va être une longue aventure. Nous, on conseille nos clients de vraiment regarder dans un horizon 5 ans et de construire leur cheminement sur ces 5 ans-là pour l'usine du futur. Bien entendu, cet horizon est long, mais il faut le décliner en étapes, comme tout problème complexe. On découpe en petits problèmes plus simples. Et ça va être d'autant plus important d'avoir ces étapes intermédiaires pour pouvoir progresser correctement. Deuxième point important, c'est qu'on entend parfois, nous on l'a vu chez certains de nos clients, PME et ETI, soit une certaine réticence, soit une considération sur le fait que l'usine du futur, c'est réservé aux grands groupes, ça demande des investissements énormes. On veut un peu s'inscrire en faux par rapport à cette vision-là, voir sur certains aspects, les PME et ETI sont plutôt mieux armés que des grands groupes pour s'engager dans cette aventure-là. Déjà parce que vous avez normalement des processus de décision et de mise en œuvre qui sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus rapides
beaucoup plus agile que ce qu'on peut voir dans des grands groupes. Et ça, c'est une vraie force pour s'engager dans ce chemin d'usine du futur, qui encore une fois est long. Et pour avoir des étapes intermédiaires qui apportent de la valeur, il faut cette souplesse et cette agilité, cette capacité à décider rapidement. Par ailleurs, je l'ai dit, d'un point de vue technologique, il y a des technos de plus en plus matures et abordables. Donc, moyennant des investissements bien définis, bien ciblés, qui sont dans des ordres de grandeur raisonnables pour des PME et ETI, il y a vraiment des possibilités de mise en œuvre de certains axes de l'usine du futur, même dans des entreprises de taille modeste. Je vais peut-être juste présenter l'exemple que j'avais, enfin un des exemples que j'ai mis en bas, qui est effectivement chez un de nos clients où il y avait une vraie difficulté à prendre en compte, on va dire, suffisamment tôt la dérive d'une machine de production. Il fallait vraiment que ce soit l'opérateur expert qui identifie qu'il y avait une dérive sur la production, donc une maintenance à faire sur la machine, et ça leur, in fine, posait à la fois des problèmes de qualité et de productivité. Ce qu'a apporté, entre guillemets, l'usine du futur, c'est de dire, finalement, il faut juste mettre en place un automatisme sur cette machine, en l'occurrence un capteur de vibration, tout simplement, pour identifier quand le niveau de vibration indique que la machine ne fonctionne pas correctement. Et ça leur a permis d'être beaucoup plus efficaces sur la prise en compte et sur la réactivité de la panne. Donc, vous voyez, ça peut être des choses ciblées, bien définies, des petites étapes tout à fait abordables. Enfin, un message important qu'on va vous égrener à travers la présentation, c'est que le terme usine du futur est très générique, très large. Il faut bien avoir en tête qu'il n'y a absolument pas une solution qui s'adapte à tout le monde. Ça doit se définir au niveau de chaque industriel et ça doit être vraiment en cohérence avec la stratégie de chaque industriel. Est-ce que je veux me diversifier? Est-ce que je veux me lancer dans de nouveaux produits, monter en gamme, améliorer ma qualité? Enfin, quelle est ma stratégie? Et quel est mon point de départ? Quelle est la maturité de mon usine en termes par exemple, de génération de machines? Est-ce qu'elles sont connectables ou pas? Est-ce qu'elles fournissent de la donnée ou pas? Mais aussi, quelle est la maturité finalement de mes équipes? Quelle est la sensibilité de mon encadrement, la sensibilité de mes opérateurs à des technologies plus récentes, au numérique? Donc, il faut bien évaluer au départ de cette aventure-là, il faut bien évaluer ces deux axes-là, stratégie, maturité, pour pouvoir construire sa propre solution usine du futur. Et donc, dans cette solution, usine du futur, c'est vraiment le cœur de notre thématique aujourd'hui. Il faut bien considérer les impacts humains. Et les impacts humains, ils peuvent être déjà d'un point de vue processus et organisation. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le sujet usine du futur, il faut surtout pas le réduire à un sujet technologique. C'est le meilleur moyen de pas réussir à mettre en place correctement ce qui peut être intéressant pour chaque industriel. Il faut bien prendre en compte ces impacts processus et organisation. Ça peut induire le besoin d'ajuster les processus parce que vous allez avoir des nouveaux procédés de fabrication, vous allez avoir des nouveaux modes de communication entre équipes. Donc, le processus industriel, le processus de fabrication peut être amené à changer et il faut l'intégrer et il faut être prêt à changer. Ça peut conduire aussi à adapter son organisation. Il peut y avoir besoin de compétences nouvelles qui existent ou pas dans votre entreprise. Il peut y avoir besoin d'ajuster vraiment le périmètre de responsabilité de certaines équipes. Nous, on a eu typiquement le cas chez un client où il souhaitait mettre en place des instructions de fabrication beaucoup plus digitales. Il s'avérait que on va dire que la compétence digitale, elle était plutôt du côté du bureau d'études. Donc, in fine, ils ont fait une équipe intermédiaire entre la préparation technique et la prod pour faire une préparation technique plus digitalisée en intégrant des gens du bureau d'études. Ça redéfinit, enfin, il faut être prêt en tout cas à redéfinir certaines frontières et certaines responsabilités. Je l'ai évoqué, il faut aussi, comme je l'ai mis là, un peu penser entreprise étendue, c'est-à-dire que l'industrie du futur, elle ne va pas s'arrêter aux portes de votre usine. Il faut regarder la pertinence
d'ajuster les échanges que vous pouvez avoir avec vos fournisseurs, avec vos donneurs d'ordre, avec vos partenaires. Est-ce qu'il est intéressant pour vous, effectivement, de modifier aussi ces échanges-là? L'aspect échange est vraiment capital parce que l'usine du futur, dans son aspect, on va dire, numérisation, elle va vraiment apporter une modification des flux d'échange. Ils vont être plus rapides, ils vont être plus flexibles, ils vont être quasiment en temps réel et ils vont être numériques dans un certain nombre de cas. Donc, il va falloir repenser finalement comment ces échanges se font, quelles conséquences ça va avoir que certains échanges se fassent plus en temps réel qu'ils ne l'étaient avant. Et il va falloir faire cette réflexion-là avec tous les services et toutes les équipes qui gravitent autour de la production. C'est une thématique qui, bien entendu, ne concerne pas que les équipes production. Il y a la logistique, la qualité, la prépa technique, enfin tous ceux qui sont impliqués dans le bon fonctionnement de la production, qui doivent faire partie de cette réflexion-là pour voir effectivement comment les échanges vont ou doivent évoluer en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre entreprise. Donc encore une fois, je le souligne, hein, il faut vraiment pas avoir une approche seulement technologique du sujet. Il faut bien regarder ces impacts processus et organisations et être prêt à faire évoluer ces processus et ces organisations. Sinon, vous risquez de perdre une partie de l'intérêt de la démarche que vous pouvez lancer sur cette thématique d'industrie du futur. Alors, sur la suite et sur ce que ça veut dire justement d'un point de vue humain, Yannick en parle et il a dit beaucoup de fois, et c'est une de nos convictions, hein, organisation, processus doivent être pris en compte, sinon on rate quelque chose. Mais derrière tout ça, derrière ces mots-là, bah, il y a des équipes, des collaborateurs, des opérateurs, il y a de l'humain. Et ce qui est intéressant quand on aborde ce type d'approche, c'est au-delà de… Effectivement, ça peut parfois paraître très complexe, très orienté techno, outils, etc. C'est une chose et on va voir qu'il faut le démystifier. Mais la considération et la prise en compte de l'humain devient fondamentale parce qu'on est sur un sujet qui est vraiment pas une petite évolution, on est quand même sur une transformation. Donc pour nous, c'est une de nos convictions, c'est attaquer entre guillemets avec une dimension humaine forte. Mais ça veut dire aussi, et on va le voir avec cette planche, c'est qu'on va devoir commencer à se poser un certain nombre de questions au niveau de l'individu et ce que ça implique à son niveau. Les processus, l'organisation, les rôles, les responsabilités sont des choses qu'on va pouvoir travailler évidemment, mais d'un point de vue compétence, d'un point de vue repositionnement autour de tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et là, c'est vrai qu'il y a des choses fondamentales à faire à ce niveau-là. Alors effectivement, cette planche, elle introduit quelques points importants. La première, Yannick en parlait, et si on prend notamment un axe numérique, on va retrouver la donnée, l'information qui va être au cœur demain de cette usine du futur. Donc ça veut dire une nouvelle façon de l'appréhender, de partager, d'exploiter de l'information. Mais finalement, c'est une nouvelle façon de se repositionner en tant qu'individu autour de tout ça. Ça veut dire en tant que membre d'équipe, que collaborateur, j'ai accès à toute cette information. Voilà, il y a des choses qui changent par rapport à mon niveau de relation par rapport à tout ça. Il y a des fournisseurs qui peuvent intégrer, il y a une transparence de l'information. Comment je me positionne là-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je l'appréhende? Donc, on sent qu'il y a déjà des choses qui sont compliquées d'un point de vue pure compétence, on va dire, sur cette partie information. Deuxième point, évidemment, la partie outils. Il y aura des outils sur lesquels les équipes vont devoir travailler, utiliser, les tablettes numériques, l'intelligence artificielle, les robots, etc. Là, va falloir avoir un effort, effectivement, j'allais dire, dédié sur ces technos, sur ces outils-là. C'est une chose à prendre en compte. Et évidemment, ce qu'on voit derrière tout ça, c'est qu'il va y avoir un effort plutôt j'allais dire important, parce qu'on est dans une transformation et pas une petite évolution, mais une volonté de sortir de sa zone de confort. Alors, on l'a mis exprès de cette manière-là parce que, encore une fois, au-delà de se dire, tiens, je vais peut-être pouvoir me former sur des technos, sur un outil, on va peut-être pouvoir mettre des choses en place dans l'entreprise. Ça, c'est sûr, on va pouvoir le faire. Mais s'il n'y a pas au niveau de l'individu, au niveau du collaborateur, du management, une remise aussi en cause, une remise en question sur son positionnement dans tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Et donc, nous, on est convaincus qu'il y a tout un tas de choses à faire à ce niveau-là. On a mis 3 points d'intention qui nous semblaient déjà assez intéressants à mettre à ce moment de la présentation. C'est cette fameuse, justement, capacité de volonté des équipes qui existe à aller se projeter et acquérir de nouvelles compétences. On va y revenir sur cette dimension compétence de manière un peu plus fine, sur ce qu'il y a derrière, mais ce type de sujet implique qu'on va devoir quand même
Voilà, passer à l'action, passer à l'acte et vouloir y aller parce qu'on va vouloir comprendre des choses derrière et ce que ça va pouvoir apporter sur le terrain et au niveau opérationnel. Un autre point important, c'est le mélange des générations. C'est souvent un sujet qui fait débat, qui fait beaucoup discuter. Ben voilà, il faut le prendre en compte. Hein. On a des jeunes qui arrivent dans le monde de l'entreprise avec des réflexes, des comportements qui sont ce qu'ils sont dans notre temps, avec une volonté d'avoir tout immédiatement, d'avoir une transparence totale parfois de l'information. Ils s'attendent à retrouver des pratiques, des modes de fonctionnement ultra collaboratifs et parfois, ça peut être en rupture, en écart avec des choses, des pratiques, des réflexes qui sont installés depuis très longtemps dans certaines organisations. Et donc, ce mélange-là va être très enrichissant pour le coup parce qu'on va pouvoir tirer parti déjà d'une génération, d'un existant, de choses installées et en même temps commencer à voir qu'on peut évoluer avec des comportements, j'allais dire, plus dans l'air du temps et plus en lien justement avec l'usine du futur. Enfin, le troisième point d'attention, très important aussi sur cette notion d'apprentissage, qu'on constate souvent comme subi, parce que voilà, il faut un petit peu évoluer, il faut se mettre à la page. Nous, on est convaincus que ça doit vraiment devenir un processus récurrent. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail où il va falloir se faire un peu, j'allais dire, sa culture, on va y revenir, sa culture digitale autour de tout ça. Donc, il faut vraiment rentrer dans une approche proactive et se dire, voilà, c'est possible. Et on va y revenir, et Yannick a commencé à le dire, nous on est convaincus que justement les petites organisations de taille moyenne ont déjà pas mal de caractéristiques clés fondamentales sur lesquelles elles peuvent construire. Donc c'est ça qui est intéressant avec ce sujet-là. Alors, j'en parlais sur la partie compétences. Donc ça, c'est notre manière de voir les choses. On se dit jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a peu, on distinguait, on va dire, 3 blocs de compétences, hein, pour simplifier. On avait évidemment la partie compétences techniques. Donc, c'est effectivement ce que recherchaient avant tout les industriels. Hein, c'est l'expert sur un sujet, une bonne maîtrise d'un sujet métier, le technique. On voyait parfois des compétences, ce qu'on appelle souvent les soft skills, les compétences relationnelles, et c'était jusqu'à maintenant, et encore, hein, toujours dans certaines organisations, assez peu valorisé, souvent considéré au niveau du management, souvent le plus qui peut faire la différence, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on prête forcément attention. Et la notion de culture digitale qui était très peu évaluée, c'était souvent ce qu'on a mis l'apanage des nouvelles générations ou des profils très ciblés. On avait l'expert, on a une question techno, on sait exactement qui aller voir. Et donc, on se dit que ça, justement, avec la usine du futur, et on est sur une remontée, on va dire, des 2 blocs de droite, où, alors déjà sur le technique, évidemment, ça sera toujours nécessaire, ça sera plutôt une mise à jour, une adaptation, une compréhension de ce va impliquer les nouvelles technologies sur des compétences métiers existantes. Mais on va se renouveler un peu là-dessus, mais bon, ça fait entre guillemets partie du jeu. Ce qui est intéressant, c'est sur les 2 blocs de droite, c'est cette partie compétences relationnelles. Et en lien avec ce qu'on disait avec Yannick, cette capacité justement à se repositionner différemment, à comprendre l'écosystème dans lequel on est, à interagir peut-être avec d'autres fonctions, avec d'autres services de manière différente, à aller au-delà des frontières de l'entreprise avec nos fournisseurs pour échanger de manière différente. Donc ça va devenir une dimension, on est convaincu et on le voit, très recherchée chez les collaborateurs, de la même manière que la partie culture digitale. Aujourd'hui, c'est quelque chose, on le voit, on n'y échappe pas et c'est quelque chose qui est attendu. C'est-à-dire, culture digitale, si on avance un peu la planche, on va voir ce qu'il y a derrière, mais c'est la compréhension vraiment de tout ce qu'il y a autour des enjeux, et notamment de l'usine du futur, de ce que ça veut dire, la connaissance aussi des outils, des technologies qui vont pouvoir apporter, la capacité à comprendre ce que ça va injecter au quotidien dans les processus, dans la manière de faire. Donc, ces 2 dimensions, compétences relationnelles et culture digitale, sont pour nous vraiment deux blocs sur lesquels on sait que l'usine du futur va impacter, va devoir chercher quelque part. Alors, le message qu'on voulait faire passer là-dessous, et c'est le sens du mot de fin de cette planche, c'est que nous, on est convaincus que justement les PME, les petites organisations ont un terreau, vraiment un bon terreau, des fondamentaux sur ça. Pourquoi ? Parce qu'on est convaincu que voilà, il y a déjà des caractéristiques fortes sur votre capacité à vous adapter. Et ça, c'est tout ce qui est notion d'adaptabilité, de prendre en compte de nouveaux paramètres, de nouveaux outils, de nouvelles manières de fonctionner. Ouais, c'est effectivement, ça peut être dur, mais pour nous, on est convaincus que les PME ont déjà ça quelque part ancré dans leur manière d'être en tant qu'organisation. Un autre point très important, c'est la polyvalence des collaborateurs. Qui pour nous, voilà, on est conscient qu'il y a un effet volume. Hein. On sait que dans les grands groupes, beaucoup de compétences sont très réparties sur les individus. On a l'expert par-ci, par-là. Les gens sont assez monocompétences.
on est conscient que dans les petites organisations, ben voilà, il y a plutôt une polyvalence des collaborateurs qui jonglent déjà avec plusieurs compétences métiers. Et ça, c'est super intéressant. Et ça, pour Yannick et moi, c'est vraiment une partie… il y a des cartes à jouer, quoi. Il y a vraiment un terreau, des fondamentaux installés sur lesquels, justement, les organisations vont pouvoir construire. Et ça, c'est un vrai avantage. Donc, il faut, effectivement, derrière, on va le voir dans la manière de faire, va falloir l'exploiter, tirer parti de tout ça. Mais il y a déjà une bonne base pour avancer. Et donc, du coup, ce sujet qui peut paraître très complexe, on ne sait pas comment le prendre. On va le voir, on va devoir le simplifier, mais on sait qu'on va pouvoir y aller en tant qu'organisation de taille moyenne et plus petite. Voilà le sens de cette planche. Donc vraiment, l'importance des dimensions, on va dire, compétences relationnelles, situationnelles, tout ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle autour de tout ça, et la notion de culture digitale qui va prendre une place de plus en plus importante. Alors, Yannick a commencé à en parler un peu. Un des points vraiment critiques sur l'aspect vision, quelque part, de cette transformation-là. Comme tout changement, ce qu'on dit, nous, dans notre jargon, et notamment en conduite du changement, c'est que ça doit faire sens pour les métiers. Et encore plus avec ce type de sujet qui peut paraître, encore une fois, parfois très complexe, pas facile à prendre, multifacette. Donc, la première chose à faire, c'est revenir sur le pourquoi. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Se poser les bonnes questions. Pourquoi on va là-dedans? Qu'est-ce que ça fait si on n'y va pas? C'est quoi notre finalité? C'est quoi notre vision? C'est quoi le lien justement avec la stratégie, avec notre modèle d'affaires qu'on peut avoir? Toutes ces questions-là. Pour qui finalement? Pourquoi et pour qui on souhaite faire ça? Et est-ce que ça va apporter concrètement? On se met très vite dans une position de montrer de la valeur concrète pour les équipes. Donc ça, c'est déjà l'importance d'être très clair et de faire un maximum de sens autour de cette démarche. Et on verra derrière qu'il faudra simplifier. Mais Je crois que c'est important aussi de démystifier un peu le sujet par rapport aux collaborateurs. Certains peuvent être un peu effrayés par la thématique en se disant voilà, on va mettre un robot à la place de mon activité, on va automatiser des choses que je faisais avant, et finalement ça peut les déstabiliser un peu sur leur rôle dans l'entreprise. Si je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure là, sur cette machine sur laquelle on a fini par mettre un capteur de vibration pour anticiper la panne, de prime abord, l'opérateur qui était en charge de cette machine, il s'est senti un peu dépossédé finalement. Mais ce qu'on lui a expliqué, c'est qu'au contraire, l'automatisme allait permettre d'anticiper la panne. Ouais. Par contre, son expertise pour l'analyse de la panne, elle restait entière et indispensable. Donc, on concentrait son activité sur son expertise plutôt que sur une activité récurrente, pas très passionnante, qui était d'aller voir si la machine tournait bien. Et ce qui est intéressant dans ce que dit Yannick, c'est du coup, ça repense sa manière de voir son métier par rapport à tout ça. Et effectivement, de montrer aussi aux équipes qu'il y a une vraie valeur sur d'autres types d'activités. Et c'est nouveau. Donc, il faut passer du temps, mais il faut expliquer tout ça. Donc, c'est effectivement intéressant à ce niveau-là et de montrer concrètement les bénéfices que ça va apporter. Donc, on a mis au niveau équipe, au niveau entreprise et au niveau aussi client. C'est finalement, on fait ça effectivement pour nous, ça va nous apporter des choses, mais on peut aller au-delà et on voit derrière, tout un tas, j'allais dire, de possibilités qui commencent à se dessiner, qui sont très intéressantes et qui permettent justement d'engager une vraie dynamique. Parce qu'on sent qu'on va pouvoir faire d'autres choses et des choses différentes. Les deux points du bas sur cette planche aussi importants pour nous, ce qu'on souhaitait discuter avec vous, et on en a déjà un petit peu parlé, c'est cette notion d'ambition, de co-construction. Pour y aller, il faut partir d'un point de départ, il faut se connaître. Ça, c'est fondamental. Être capable d'évaluer l'aptitude au changement, donc la maturité des équipes sur ces sujets-là va être un enjeu fondamental qu'il va falloir faire assez vite. C'est finalement, voilà, on part avec quel bagage, qu'est-ce qu'on a en nous, quelque part, en tant qu'organisation pour y aller. Et ça va nous permettre très vite de se dire et de calibrer un niveau d'ambition et de pouvoir aussi le co-construire. Ça, c'est une autre de nos convictions. Ce sujet, il embarque tellement de monde, il doit être vu et travaillé avec beaucoup de monde, voire toute l'entreprise. Donc la notion de co-construction, elle est fondamentale sur ce type de démarche pour justement engager les populations, les différentes équipes et justement voir dans la manière de co-construire la démarche ce qu'il est possible ou pas de faire, de choisir ses batailles, on va y revenir, et de faire quelque chose de réaliste, d'ambitieux, mais de réaliste aussi, qui prend en compte vraiment l'organisation en tant que telle. Le dernier point, c'est cette notion de leadership. Voilà, on l'a dit, sujet complexe, on ne sait pas par où le prendre. Yannick parlait, on s'inscrit dans un horizon de 5 ans. Effectivement, là, il faut être capable de, j'allais dire, tirer les équipes, de montrer du leadership et de montrer et de partager l'ambition de manière constante. C'est un sujet, on va le voir, on va y aller petit pas à petit pas.
effectivement, mais il faut toujours garder le cap. Il faut pouvoir montrer le coup d'après. Il faut pouvoir s'inscrire dans une dynamique et réaffirmer ça au fil de l'eau, je vais dire. Donc, la question du leadership est vraiment fondamentale sur ce type de démarche. Alors, la manière de le faire est de transformer. Alors, on a mis transformer progressivement et vous allez voir pourquoi. Et derrière, il y a une autre manière de transformer. Ce qu'on se dit, il faut y aller pas à pas. Plusieurs choses dedans. Le fait de créer, de maintenir une dynamique de transformation. Un sujet, ce n'est pas un petit sujet, ce n'est pas une petite évolution. C'est plutôt un sujet d'ampleur pour une organisation. Quand on va là-dedans, effectivement, il y a de l'investissement, il y a de l'effort. Donc, il faut être capable de créer une certaine inertie. On a vu avec la co-construction, ça va pouvoir faciliter. Mais ça va être un point vraiment de créer ce mouvement, cette dynamique pour pouvoir s'engager dans la réflexion. Choisir ses batailles réalistes, atteignables, j'en ai parlé juste avant, ça aussi fondamental. On l'a vu, on peut attaquer ça par le sujet, on va dire techno, par les enjeux métiers. Si on confronte les deux, ça veut dire quoi pour nous? Est-ce que dans un an, on peut se dire, bah, tiens, vu votre niveau de maturité, ça serait bien qu'on mette ça en place, plutôt sur cette partie-là de l'usine ou pas? Toutes ces questions-là vont nous permettre de vraiment prendre le morceau dans son ensemble et de le découper et de se dire, ça, on peut y aller. Et là, on est confiant parce qu'on a bien détouré et on a la capacité de le faire. Derrière, la notion de capacité de changement de chacun, j'en ai parlé, mais fondamental, c'est on y va, mais on y va en connaissance de cause de nos actifs, de nos ressources, de ce qu'on a. Rester simple dans l'approche. Ça, c'est capital dans tout sujet et encore plus dans celui-ci. Être capable de vulgariser un maximum l'information, de donner du sens aux équipes de manière vraiment constante va être fondamental pour engager les gens et surtout maintenir une dynamique dans la durée. Et puis, on va le voir, on va instaurer progressivement tout un tas de nouvelles pratiques métiers, de comportements. Il ne faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, les choses changent. Encore une fois, nous sommes des humains, ça prend du temps d'évoluer. L'idée, c'est de, petit à petit, de mettre des choses en place, de voir comment on se repositionne, de voir ce que ça apporte, de prendre du recul, mais d'instaurer progressivement tout un tas de nouvelles pratiques et de comportements qui vont être liés à ça. Et enfin, en fil rouge de tout ça, j'en parlais, vous l'avez vu, c'est la partie compétences. Et donc, l'entreprise, l'organisation doit vraiment avoir en tête comment elle souhaite développer justement ses compétences au niveau de son organisation. Donc, ça peut être en interne, en voulant acquérir de nouvelles compétences sur certains collaborateurs parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire, on sent qu'ils peuvent porter ça. Encore une fois, il y a des fondamentaux, il y a un terreau pour faire tout ça. Et parfois, peut-être, il faudra faire appel à une compétence externe. Ça fait partie de l'aventure et c'est complémentaire. Donc ça, c'est un point aussi très important sur l'acquisition et la montée en compétences, vraiment la calibrer. Et ça, encore une fois, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est par rapport au contexte de l'organisation, mais c'est fondamental et ça doit s'inscrire, cette montée en compétences tout au long de la démarche. Yannick, si tu veux rajouter, oui, effectivement, cette montée en compétences, cet aspect compétence est relativement important dans cette thématique et implique, comme je l'ai dit au départ, de bien prendre en compte la maturité, là pour le coup, de vos collaborateurs, de vos opérateurs, pour pouvoir au mieux définir les formations ou les expertises externes auxquelles il va falloir faire appel. Hein, je rajoute ça parce que j'ai un exemple en tête où effectivement, dans un contexte industriel, on avait prévu effectivement de digitaliser les instructions de travail des opérateurs. Il se trouve que les opérateurs étaient une population très, très hétérogène. Certains très à l'aise, on va dire, avec l'outil numérique, d'autres pas du tout. Donc, il a fallu, on va dire, différencier les cursus de formation en fonction du niveau de maturité des opérateurs. Donc, il faut aussi bien prendre en compte ce point de départ de chacun pour s'assurer qu'on va pouvoir les accompagner correctement. Peut-être un autre exemple aussi sur la partie formation compétences. On voit beaucoup dans les entreprises qu'on met en place des journées sur le digital, justement sur des thématiques comme l'industrie du futur, où on va plutôt déjà dans un premier temps chercher à sensibiliser, on va dire à ouvrir les chakras, à faire prendre conscience d'un certain nombre de points, à faire discuter les gens, à commencer à prendre les craintes, les peurs, en même temps aussi les opportunités. Donc, il y a tout un tas de choses qui peuvent exister. Alors après, effectivement, il y a un cursus de formation qui va venir en fonction de ce qu'on souhaite faire, cibler vraiment des compétences spécifiques et apporter de la valeur sur des sujets vraiment dédiés et de la formation. Mais en revanche, il y a souvent un prérequis qui est vraiment commencer à ce niveau d'acculturation à avoir, ce niveau de sensibilisation sur ces thématiques-là, qui devient un prérequis fondamental. Ouais. Je regarde le temps, on accélère un petit peu, effectivement, peut-être. Transformer concrètement, c'est une autre de nos convictions.
au-delà d'être progressif, il faut vraiment montrer très vite de la valeur dans le quotidien des équipes. Et je pense encore plus quand on travaille avec les PME, notamment les petites et moyennes organisations, parce que voilà, c'est du concret. Il faut que ça porte des choses très vite. Donc comment? Évidemment, on a ce qu'on appelle souvent le déploiement de quick win, ou ce qu'on appelle, vous savez, les petites victoires, les choses. On sait que ça va apporter très vite et ça va permettre de démontrer un certain nombre de choses. Des expérimentations, il ne faut pas qu'on se mente sur ce type de sujet. On va devoir tester des choses. Parfois, on va devoir prendre du recul, revenir peut-être en arrière pour changer un peu notre manière de faire. Mais ça fait partie de la manière d'aller sur ce type d'aventure. Parce qu'encore une fois, c'est assez et c'est parfois en rupture. Donc l'expérimentation va être fondamentale. Les retours terrain, le feedback critique à ce niveau-là. Et aussi, évidemment, commencer à démontrer, j'allais dire quantitativement, avec peut-être la mise en place de premiers indicateurs sur peut-être si on met des choses côté production, de voir ce que ça peut faire, tout simplement pour factualiser les choses et pour montrer tout simplement aux équipes qu'on y est, on y arrive, regardez, ça sort des choses, ça sort des résultats et donc on est en capacité de le faire. Et c'est ce qu'on a voulu mettre sur la partie droite de cette planche, hein, les intentions qu'on recherche quand on travaille sur la conduite du changement, de démontrer, de rassurer, de simplifier, d'aller embarquer, de répondre aux besoins court terme et aussi d'éviter cet effet tunnel. Donc, c'est vraiment tout un tas une combinaison quelque part de choses à mettre en place assez vite, facile, qui montrent de l'intérêt, qui montrent des résultats, qui vont permettre d'engager encore une fois progressivement et qui vont concrètement apporter des choses aux équipes. Donc nous, on vous engage vraiment à passer à l'action. On a essayé de vous montrer un peu certaines des étapes clés qui sont importantes pour s'aventurer dans l'usine du futur de la bonne façon. Hein. Donc vraiment être au clair sur sa stratégie, bien connaître sa maturité technique, organisationnelle, identifier ses forces qui permettent de se lancer dans cette aventure. Et il faut encore passer à l'action parce que on l'a vu, nous, chez un certain nombre de nos clients, c'est accessible à tous. Du moment où vous prenez bien en compte justement votre point de départ, votre stratégie, cette aventure, elle est vraiment accessible à tout industriel. Et en plus, vous avez aujourd'hui pas mal de support qui est disponible. Alors, on en a cité quelques-uns, hein, mais il y a, alors les salons, effectivement, ça commence à être un petit peu compliqué avec les situations sanitaires, mais vous avez typiquement ce type de webinaire qui permet de s'informer. On vous engage aussi à vous inspirer d'autres entreprises. Je sais que nous, on a fait un certain nombre de fois, effectivement, des réunions un peu informelles d'industriels pour qu'ils échangent autour d'une thématique de l'usine du futur. Et ça a rencontré un succès plutôt important parce qu'on sait que vous avez besoin d'échanger entre vous, d'échanger des retours d'expérience, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment les uns et les autres s'y sont pris en fonction de leurs objectifs. Donc, on vous encourage aussi à participer à ce genre d'échange. Et enfin, vous faire accompagner. Donc, juste après cette planche, Marion va vous présenter les dispositifs qui existent aujourd'hui au niveau de la région et des CCI. Il y a vraiment des dispositifs qui sont intéressants et vraiment très intéressants pour vous, qui sont en partie financés. Donc, c'est vraiment un premier pas pour vous lancer dans l'aventure qui est vraiment très aidé et pour lequel vous aurez beaucoup de support. Donc, je vais passer du coup la parole à Marion. Merci. Donc, bonjour, Marion Tropato, agence ADOC, l'agence de développement économique de la région Occitanie pour l'antenne du Tarn-et-Garonne. Moi, je suis là pour vous présenter effectivement ce parcours industrie du futur qui est proposé aujourd'hui par la région. Je vais essayer de le faire de la manière la plus concise possible pour laisser la place après à vos questions et aux échanges. Donc effectivement, la région a mis en place en partenariat avec l'État un programme d'accompagnement à l'industrie du futur qui s'inscrit dans le programme national 10 000 accompagnements. Donc avec effectivement un cofinancement État-région et un guichet unique pour la demande d'aide qui est la région. Il y a deux parcours qui coexistent en Occitanie, un parcours sur lequel je ne m'arrêterai pas trop, mais dont je vous parle, puisqu'on a quand même pas mal d'entreprises aéro sur le département et sur la région, donc le parcours du GIFAS pour la filière aéronautique, et ensuite un parcours régional qui s'adresse à toutes les entreprises, tout secteur industriel, et qui est cofinancé par l'État et la région.
Donc l'objectif, c'est d'engager nos entreprises en région dans un processus de transformation conséquent et surtout durable, et les aider à identifier leurs leviers de compétitivité, de croissance et d'attractivité en leur permettant de travailler sur différents axes. Donc ce parcours Industrie du futur de la région, il se fait en 2 phases. Je pense par contre que le PowerPoint déroulait un peu vite. Donc la première phase, c'est un accompagnement court en 5 jours qui se fait, c'est un diagnostic à 360 degrés de l'entreprise qui est financé à 100% par la région. Donc on est sur un coût à 6 000 € par entreprise qui est pris en charge en intégralité par la région et par l'État. La seconde phase, c'est un accompagnement là sur mesure qui découle de la phase 1, qui peut aller jusqu'à 25 jours et qui va être financé à 50%, donc 15 000 € par entreprise, par la région et l'État. Ces 2 parcours, ces 2 phases, phase 1, phase 2, elles vont vous amener à des conclusions, à des projets qui peuvent tout à fait faire l'objet, dans un second temps, d'autres aides de la région. Des passes ou des contrats croissance, contrats innovation, c'est tout à fait envisageable à la suite de ce parcours Industrie du futur, puisqu'on cherche de toute façon à accompagner les entreprises dans le développement d'une stratégie globale. Donc, ça, c'est un peu redondant effectivement avec ce qui a déjà pu être dit par Muse. Effectivement, on va chercher à accompagner les entreprises à trouver les facteurs déterminants dans leur processus de transformation vers l'industrie du futur et à mettre en relation ces différents facteurs et à travailler sur ces différents facteurs. Donc on va aller de la vision et la stratégie du dirigeant jusqu'à la gestion du changement et la gestion organisationnelle, la gestion de l'humain, la performance industrielle de l'outil de production aussi. Enfin, on va avoir toute une palette de facteurs qui vont être étudiés au cours de ce diagnostic. Il y a 7 prestataires qui ont été référencés et sélectionnés par la région pour pouvoir accompagner les entreprises régionales dans le cadre de ce parcours Industrie du futur. C'est-à-dire que le parcours ne peut être fait qu'accompagné par l'un de ces prestataires. Donc les noms sont ici, vous pouvez les retrouver également sur le hub Entreprendre de la région Occitanie. On a Agilea, Afnor, Altran, Silad Consulting, Inextenso Innovation Croissance, OPO et TopTech. Ces prestataires n'ont pas d'offre commerciale à vous faire. Ils sont vraiment là pour vous apporter une expertise. Ils n'ont pas de produits à vous vendre. Derrière, s'il y a besoin au cours du parcours et durant le processus d'avoir une expertise particulière sur un point particulier de l'industrie du futur et du plan qui aura été développé, ils feront appel, avec votre accord, à des prestataires externes. Donc ce programme aussi, il préexiste à la crise Covid, mais aujourd'hui, comme ça a été dit également précédemment, il faut le voir comme une opportunité aussi dans le cadre de la crise Covid. Je pense que la crise Covid a été vraiment le catalyseur de beaucoup de difficultés, mais aussi il a permis de mettre en exergue certaines problématiques au sein des entreprises. Ces diagnostics dans le cadre du parcours Industrie du futur peuvent vous permettre aussi de vraiment mettre un nom sur les choses, de faire apparaître les difficultés et d'essayer de mettre en place des solutions pour les traiter. Donc ça peut être un levier aussi pour faire face à ces difficultés qui ont été révélées par la crise Covid. Enfin, pour vous donner un peu les critères d'éligibilité très rapidement, donc sont éligibles les entreprises qui ont une activité industrielle dont l'établissement est situé, enfin concerné par la demande, est situé sur les territoires d'Occitanie, bien évidemment. On va être sur des entreprises TPE, PME, ETI, c'est-à-dire jusqu'à moins de 5 000 salariés, moins de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et un total bilan inférieur à 2 milliards d'euros. Ça, on l'entend bien entendu au niveau groupe. L'entreprise doit avoir au minimum 1 an et disposer d'au moins un bilan. Comme toujours dans le cadre des aides publiques, on va vous demander à ce que le montant des fonds propres soit suffisamment élevé pour couvrir le montant de la subvention qui vous sera accordée.
Et ensuite, on est sur des dispositifs qui s'appuient sur des régimes d'aide de minimis. Donc, il faudra qu'on vérifie, effectivement, pour l'entreprise qui demandera cette aide, si on ne dépasse pas le compteur de minimis autorisé, c'est-à-dire 200 000 € sur 3 ans par entreprise et par État membre de l'Union européenne. Donc, pour faire cette demande de parcours industrie du futur auprès de la région, il faut vous rendre sur le Hub Entreprendre dont je vous parlais tout à l'heure. Vous trouvez l'adresse ici, vous tapez juste Hub Entreprendre dans un moteur de recherche quelconque, vous tomberez dessus. De toute façon, la présentation vous sera envoyée, quoi qu'il en soit, ou sera disponible. Vous choisissez un référent. Ensuite, vous choisissez l'aide que vous souhaitez sélectionner, à savoir le parcours régional industrie du futur. Vous choisissez le prestataire. Pour les prestataires, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, vous avez tout à fait le choix. C'est-à-dire que si vous voulez appeler les 7 prestataires pour prendre des renseignements, pour comprendre comment ils fonctionnent et pour voir avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise, vous pouvez très bien le faire, il n'y a pas de souci avec ça. L'objectif, c'est que vous puissiez travailler avec un prestataire qui vous corresponde et qui vous convienne. Et ensuite, vous déposez en ligne votre dossier de demande. Voilà, pour moi, je pense qu'on est arrivé au bout de la présentation de l'aide région. On va pouvoir laisser la place à vos questions et aux différents échanges. Oui, merci à tous les intervenants. C'était vraiment très intéressant. Donc, je vais prendre les questions qui sont arrivées donc, par le chat. Il y a une question d'Éric qui nous demande comment convaincre et justifier cette transformation vers le digital pour une PME ETI. C'est vrai que c'est une question assez fondamentale. Effectivement, c'est une bonne question et plusieurs éléments de réponse par rapport à ça. Je pense que la première, c'est dans la manière de convaincre, il y a la manière il faut prendre conscience de l'écosystème dans lequel on est, du marché, de ce qui se passe aujourd'hui et de l'environnement tout simplement dans lequel on est. Donc ça, c'est déjà prendre conscience de où est-ce que l'organisation agit dans son environnement et pourquoi elle pourrait tirer parti du digital et de l'usine du futur. Le deuxième, pour moi, c'est effectivement montrer, et on en a un petit peu parlé, montrer ce que ça va apporter concrètement, le valoriser, ce que ça peut, ce que ça va apporter au niveau de l'individu, des équipes, dans la manière de fonctionner, peut-être être moins sur des tâches répétitives parfois, montrer qu'on va peut-être pouvoir plus se recentrer sur des tâches à valeur ajoutée, plutôt aussi repenser ce que ça va apporter au niveau de l'organisation dans lequel mieux comprendre en fait comment notre système de production par exemple agit, récupérer tout un tas de données qui permettent de mieux comprendre comment on fonctionne en tant qu'organisation et donc déjà on va pouvoir prendre des décisions différentes avec ce qu'on va pouvoir récolter notamment au travers du digital et puis il y a aussi se montrer ce que ça va pouvoir apporter concrètement au-delà des frontières de l'entreprise, la relation avec l'écosystème, avec les clients, avec les fournisseurs. Le digital, pour le coup, peut apporter des réponses et peut, encore une fois, ouvrir tout un tas d'opportunités. Et puis, je pense qu'il y a un troisième élément de réponse sur cette question, c'est vraiment ce qu'on disait, c'est réfléchir en tant qu'organisation, mais vraiment de manière collective, pour justement identifier les batailles sur lesquelles on doit aller, parce qu'on sent qu'on peut y aller. Et ça ne sert à rien de vouloir attaquer ce sujet dans son ensemble. Yannick le disait, c'est très contextuel, il faut vraiment comprendre ses forces, comprendre sa maturité, et collectivement pouvoir identifier ce sur quoi on a envie d'aller, et peut-être démontrer uniquement sur cette partie qu'on peut faire des choses, ça va être intéressant. C'est le fait de choisir ses batailles. Et là, une manière de faire, je le disais tout à l'heure, les séminaires souvent qui sont organisés, ou des journées, avec justement un ensemble de populations, parfois toute l'organisation, pour justement juste discuter ce sujet, avoir cette réflexion collective et justement montrer que collectivement, les équipes ont envie d'y aller parce qu'il y a une attente, parce qu'on voit plein d'opportunités et c'est une manière très intelligente de co-construire et de convaincre et de commencer à calibrer son niveau d'ambition par rapport à ça. Donc ça peut être une tactique aussi pour essayer de montrer l'intérêt et l'envie que peuvent avoir les différentes équipes sur ce sujet. Donc, de co-construire et vraiment de réfléchir ensemble pour vraiment tout simplement calibrer collectivement ce qu'on a envie de faire avec ce sujet-là. C'est des choses qu'on a fait chez certains clients, c'est organiser des séminaires d'une demi-journée avec certains opérateurs, avec certains responsables de chaîne de fabrication. Alors évidemment, ça demande de leur libérer une demi-journée, c'est pas neutre.
mais voilà, de les faire discuter sur le sujet, de leur présenter des possibilités qui existent pour que ce soit aussi eux qui viennent qui comprennent un peu mieux le sujet, qui comprennent les possibilités et qui identifient ce qui va leur sembler le plus pertinent dans le contexte de leur atelier, de leur chaîne, de l'usine. Étant entendu une fois encore qu'il faut bien le mettre dans la cohérence avec la stratégie de l'entreprise. Mais je sais que ce type de séminaire généralement fonctionne assez bien, qu'on ressort au bout d'une demi-journée avec 3-4 sujets sur lesquels on peut lancer après des expérimentations pour rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Et un complément, effectivement, ce qui est souvent intéressant, ce qu'on voit, c'est que les équipes ont envie, justement. Et ça, c'est génial. C'est qu'on sent la dynamique, on sent l'envie d'aller sur ce type de sujet. Et il n'y a rien de plus puissant justement pour convaincre au niveau du management que montrer que voilà, les équipes ont envie. Alors qu'elles soient prêtes ou pas, c'est une autre manière de voir les choses. Ça, c'est après, on peut les accompagner, de faire ça de manière progressive, comme on indiquait. Mais le plus important au début, c'est vraiment cette envie, cette motivation, cette volonté d'y aller sur ce type de sujet. Et c'est vrai que ça peut être assez puissant pour convaincre du coup. Ça doit être aussi l'opportunité de laisser les craintes s'exprimer, parce que on l'a évoqué tout à l'heure, la thématique usine du futur peut générer des craintes vis-à-vis de certains collaborateurs. Donc, ce genre de séminaire doit être aussi l'occasion pour eux de pouvoir exprimer ces craintes pour construire vraiment des axes de travail qui effectivement vont dire non, ces craintes-là, effectivement, on ne veut pas aller dans cette direction-là parce que ce n'est pas intéressant pour telle ou telle raison. Donc, ça permet encore une fois de démystifier, de rassurer sur la direction qu'on veut prendre. Complètement. Merci pour cette réponse. Et on a un commentaire de Valérie qui nous dit « Merci pour cette bonne énergie et les rappels de ces fondamentaux de Total Quality Management rapprochés au digital. » C'est vrai que là, vous nous mettez en énergie pour aborder ces sujets qui ne sont pas forcément évidents. Et apparemment, ça transparaît auprès des participants. Donc, en tout cas, écoutez, il est presque 15 heures, donc je vous propose, s'il n'y a plus d'autres questions, de clôturer ce webinaire. Donc, je remercie à nouveau nos intervenants. Je vous rappelle donc que nous vous enverrons le support de présentation, donc vous aurez toutes nos coordonnées, que le webinaire est disponible donc en replay sur la chaîne YouTube de la CCI Occitanie, donc je vous ai mis le lien dans le chat, voilà. Et que vous pouvez retrouver donc toutes les dates, les programmes complets et les liens pour les prochains webinaires donc, qui sont organisés sur le thème Industrie du futur, puisque nous allons continuer à communiquer et organiser ces réunions en format webinaire et ou présentiel selon les situations sanitaires. Donc, vous retrouverez toutes ces infos sur les sites internet de vos chambres de commerce et d'industrie. Voilà, et bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, à vous remercier pour votre participation à tous et à très bientôt, j'espère. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci.